Le bruit dans mes oreilles était comme une vieille machine à coudre qui tourne sans fil, lancinante et sans fin. C'est comme ça que ça a commencé, il y a 6 mois. Pas de douleur, juste ce sifflement aigu qui me disait que quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Je n'avais plus 20 ans, mais mes mains avaient toujours été fiables. 50 ans de couture, de robes de mariée et de retouches pour les autres. J'avais élevé Marc, mon fils, seul, juste avec ses doigts. J'ai payé cette petite maison brique par brique, sou par sou. Elle n'était pas grande, juste assez pour moi. Mais ça me tenait à cœur. Quand le vertige m'a frappé et que j'ai dû m'accrocher au mur pour ne pas tomber, j'ai su. La nuit où le SAMU est venu, je pensais que c'était la fin. Le médecin, un homme jeune et déjà fatigué, a dit le mot « hypertension sévère ». 184 sur 112. Un chiffre qui ne disait rien à une couturière, mais qui voulait dire « danger ». J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai jeté le sel. J'ai bu mes tisanes amères. J'ai marché dans le parc jusqu'à ce que mes genoux criannent. Rien n'y faisait. Ma tension restait là, bloquée comme un mauvais point de couture. Le docteur Moreau, ce vieux médecin du service public, a haussé les épaules. « Madame Dubois, c'est le stress, l'anxiété. Nous ne pouvons rien faire de plus. » Ce mot, anxiété, m'a glacée. Cela voulait dire « c'est dans ta tête, vieille femme. » Mais le corps parle, lui. Et le mien me disait que j'allais mourir seule dans cette maison qui était toute ma vie. Le seul réconfort, c'était ma petite fille, Léa. 12 ans, elle ne parlait pas beaucoup, mais elle regardait tout. Elle remarquait la boîte de pilules sur la table et les ingrédients frais que je n'arrivais plus à couper. Un jour, elle m'a regardé prendre un comprimé et elle a plissé les yeux. C'était juste un regard, mais un regard qui restait. Et puis, il y a eu Marc et Sandrine. Marc, mon fils. J'avais cousu toute une nuit pour qu'il ait son premier vélo. Aujourd'hui, il était criblé de dettes. Sandrine, sa femme, était le genre de femme qui ne souriait que si elle avait un papier à signer. Elle travaillait dans le médical, ou quelque chose comme ça. Elle ne cachait pas qu'elle voulait ma maison. Elle disait qu'elle était trop grande pour moi seule et qu'il pouvait la rénover, donner une meilleure vie à Léa. Ils ont commencé à venir tous les jours pour aider. Sandrine prenait les commandes. Elle allait faire les courses. Elle gérait mes boîtes de médicaments. Et surtout, elle préparait la soupe. Elle était toujours incroyablement riche et réconfortante, pleine d'herbe. « Tu es trop fatiguée, maman. Laisse-moi faire », disait-elle avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Au début, j'étais reconnaissante. Je me disais « c'est la vie, les rôles s'inversent ». J'ai cousu pour lui. Maintenant, il me nourrit. Mais la reconnaissance s'est vite transformée en malaise, en une injustice amère. Quand elle était là, je me sentais de plus en plus faible. Je toussais plus. Mon cœur battait la chamade. Ma tension était à 160 sur 95 le matin. Mais après sa visite et sa soupe chaude, elle sautait à 180 sur 110. C'était trop régulier pour être le hasard. Je me souvenais d'avoir pris un petit bol de soupe de Sandrine à midi, et à 14 heures, j'avais la tête qui tournait. Il me fallait 30 minutes pour arriver aux toilettes. Mais quand Marc et Sandrine étaient fouan partis et que je mangeais mes légumes à la vapeur du soir, je me sentais un peu mieux. J'ai osé. J'ai dit, en tremblant, « Je crois que je ne supporte pas tes soupes, Sandrine. » Elle a ricané, le rire sec comme du bois mort. « Tu vieillis, maman. C'est juste l'âge. Arrête de chercher des coupables imaginaires. » J'étais humiliée. Mon propre fils était assis là, le visage fermé, et me laissait me faire traiter de folle. La trahison de Marc me faisait plus de mal que tous mes maux de tête. J'ai commencé à me méfier d'elle. Elle avait toujours un petit pot qu'elle cachait dans un placard haut de la cuisine, un placard qu'elle avait fermé à clé.
Pourquoi mettre une clé sur un placard de cuisine? J'ai posé la question un jour. Elle a dit que c'était pour les produits d'entretien toxiques, pour ne pas que Léa les trouve. C'était une bonne raison, mais j'avais ma propre intuition. On n'est jamais trop prudent, même avec sa propre famille. Un soir de septembre, elle était venue. Elle m'a administré mes médicaments, insistant pour que je les prenne devant elle avec un grand verre d'eau. J'ai senti le poids sur ma poitrine, immédiatement après. La soupe, elle l'avait apportée dans un thermos. Je l'ai bu. J'ai fait semblant d'être très fatiguée, et je me suis dirigée vers mon fauteuil. Sandrine est allée dans la cuisine pour appeler Marc. Elle pensait que j'étais déjà assoupie, trop faible pour écouter. Mais la porte est restée juste entr'ouverte. J'étais pâle, luttant contre les nausées qui montaient, mais la peur m'a donné une force nouvelle. J'ai rampé jusqu'au couloir, utilisant le mur froid comme soutien. J'ai entendu sa voix sifflante, pleine d'une ambition que je n'avais jamais vue. Elle ne parlait pas de moi, elle parlait de ma maison. Elle chuchotait, mais c'était glacial. J'ai entendu Marc, à l'autre bout, lui demander si ça allait prendre encore longtemps. Et Sandrine a répondu, sans la moindre émotion dans la voix. Je me suis figée. Mon sang bouillonnait dans mes tempes. Je voulais m'effondrer, mais je ne pouvais plus reculer. Je devais entendre la fin. J'ai entendu Marc demander « Et si les médecins ?» Sandrine l'a coupé, sa voix s'abaissant juste assez pour me faire tendre l'oreille. « Si on maintient ce rythme, d'ici l'hiver, c'est réglé. L'avocat a dit que les documents de procuration sont prêts. On pourra enfin mettre cette vieille bicoque en vente. Elle ne va pas durer longtemps maintenant. Acte 2, la découverte et la lutte silencieuse. Phase 1, la desconfiance. Le mot « réglé ». Elle avait dit que ce serait « réglé ». Mon cœur s'est serré. Marc et Sandrine attendaient ça à ma mort pour vendre ma maison. Cette maison que j'avais payée avec 50 années de travail. Ce n'était plus une question de stress, ce n'était plus de l'anxiété. C'était la vérité, froide comme le carrelage du couloir, où j'étais à moitié allongée. J'ai fait semblant de me rendormir profondément avant qu'elle ne revienne du téléphone. Quand Sandrine est partie, j'ai eu une seule idée en tête. Je ne mourrai pas tant qu'il ne reste pas la preuve. Je ne leur laisserai pas ce plaisir. Les jours suivants, j'ai recommencé à mesurer ma tension. Mais cette fois, avec des notes précises. Pas seulement le matin. Je la prenais juste avant la visite de Sandrine, et 1 heure après avoir mangé sa soupe. Avant la soupe, 160 sur 95. Après la soupe, 180 sur 110. 183 sur 112. C'était toujours la même chose. C'était trop précis. Quand Marc était là, il ne voyait rien, ou il ne voulait rien voir. Il me disait « Tu es fatiguée, maman. Repose-toi. » Mais Sandrine, elle me regardait de haut, un sourire suffisant. Elle s'assurait que je mange bien sa soupe, me disant que c'était plein de vitamines et de minéraux pour la force. Et après, j'avais cette soif terrible, la tête qui tambourinait, mon cœur qui essayait de s'échapper de ma poitrine. Ce n'était pas normal. J'ai arrêté de boire la soupe en entier. Je la versais en cachette dans la petite poubelle sous l'évier, quand Sandrine avait le dos tourné. Et le soir, je mangeais des légumes vapeur sans rien, juste pour reprendre des forces. Et, effectivement, je me sentais un peu mieux. Mais quand elle revenait et voyait le bol vide le lendemain, elle devenait impatiente. « Tu as bien mangé toute la soupe, maman ?» Elle insistait. Ses yeux étaient ronds froids, comme ceux d'un chasseur devant un piège. J'avais l'impression d'être enfermée, de jouer un rôle pour survivre. J'avais 79 ans, et je devais mentir à mon propre fils et à sa femme pour ne pas me faire assassiner lentement dans ma propre cuisine. J'étais seule, et cette solitude était le pire poison. Les médecins avaient dit « anxiété ». Non, c'était la peur, la vraie. Phase 2, l'investigation. Je ne pouvais pas continuer seule.
J'ai pensé à appeler la police, mais qu'aurais-je dit? Ma belle-fille veut ma maison et sa soupe est trop bonne. Il m'aurait renvoyé au docteur Moreau et à sa phrase « C'est votre stress, Madame Dubois ». Il me fallait une alliée, quelqu'un qui comprenait les petits mécanismes du corps qui lâchent, quelqu'un qui n'était pas aveuglé par le système médical. J'ai pensé à Madame Renard, 82 ans. Elle habitait en face et avait été infirmière à l'hôpital Saint-Luc de Lyon pendant 40 ans. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle avait vu Marc et Sandrine venir tous les jours. Elle m'avait déjà dit un jour, les yeux plissés. Ils viennent souvent, ces deux-là. On dirait qu'ils surveillent Pam le jardin. J'ai attendu un après-midi où Sandrine devait aller chercher des papiers chez le notaire. J'ai traîné mon corps jusqu'à la grille. À mon âge, on voit les choses autrement. Et là, je voyais surtout que Sandrine allait m'achever avant Noël, si je ne faisais rien. Madame Renard m'a fait entrer. J'ai tout raconté. Les tremblements, les vertiges, le sifflement, l'hypertension qui ne voulait pas baisser. Et surtout, la soupçon de la soupe. Et le murmure entendu dans le couloir. Elle ne va pas durer longtemps maintenant. Madame Renard a écouté, sans m'interrompre. Elle m'a servi un verre d'eau fraîche et m'a dit « Ce n'est pas le stress, Colette, c'est le sel. » Le sel. J'avais coupé le sel depuis 6 mois. « Écoute-moi bien, » a dit Madame Renard, sa voix forte me rassurant. « Tu as de l'hypertension sévère. Le sel est ton ennemi numéro 1. Tu l'as coupé, mais s'ils veulent que ta tension reste élevée, ils doivent te donner du sodium. Beaucoup de sodium. » La vérité m'a frappé si fort que j'ai dû m'accrocher au bord de la table. La soupe de Sandrine, toujours si riche, si réconfortante. Elle mettait tellement d'herbes pour masquer le goût. « Le placard, Colette !» a dit Madame Renard, ses yeux brillants. « Le placard fermé à clé. Ce n'est pas des produits d'entretien, c'est leur cachette. Pour la procuration, pour vendre la maison. Ils ont besoin que tu sois faible ou morte. » Mon fils, Marc, il était complice. La dette, cette dette de 81 000 € qu'il ne pouvait pas payer. Il avait besoin de ma maison pour vivre. Ça remet les pendules à l'heure, mais avec une douleur affreuse. Madame Renard, elle, était prête à se battre. Nous devons le prouver. J'ai un ami, un pharmacien à la retraite, Jean-Pierre. Il peut analyser cette soupe sans poser de questions à la police ou au docteur Moreau. Mais il me faut un échantillon. Le lendemain, c'était le jour de la soupe. Sandrine est arrivée avec son thermos habituel. Elle est allée dans la cuisine. Je l'ai suivie, prétextant chercher un torchon. J'ai vu le placard à clé. Elle l'ouvrait rapidement pour y glisser un petit pot avant de le refermer immédiatement. Elle était rapide, mais mes yeux de couturière étaient habitués à suivre le fil. « Laisse-moi faire la soupe, maman. Tu as l'air fatiguée, » a-t-elle insisté, le sourire faux. J'ai réussi à prendre une petite louche de la soupe qu'elle venait de verser, sous prétexte de la goûter. Je l'ai mise dans un petit pot à confiture que j'ai glissé sous mon tablier. 10 minutes plus tard, je traversais le jardin, le cœur battant, pour remettre l'échantillon à Madame Renard. L'attente a été longue. 3 jours qui semblaient faire des mois. Sandrine était de plus en plus pressante. « Maman, l'avocat est prêt. Il nous faut juste signer pour que nous puissions t'aider. » Elle parlait d'aide, elle parlait de me faire signer mon arrêt de mort. Gloire, phase 3, la confirmation. Le 4e jour, Madame Renard est venue prendre le thé. Elle a attendu que Sandrine soit partie. Elle est venue avec une petite feuille de papier. Son visage était grave. « Colette, ma pauvre amie. » Le résultat était là. La petite portion de soupe contenait 1800 mg de sodium. 1800! J'ai chuchoté. C'était presque la totalité de l'apport journalier recommandé pour une personne en bonne santé. Pour une personne avec mon hypertension, c'était une bombe. Madame Renard a hoché la tête. Elle te donne ça à chaque repas. Elle sature ton corps de sel. Ton cœur lutte, tes reins lâchent. Et toi, tu crois que tu vieillis mal. Elle n'ajoute pas du sel, Colette.
Elle ajoute le poison le plus efficace pour une hypertendue. Le choc fut terrible. J'ai pleuré, non pas pour ma vie, mais pour Marc, mon fils. Il savait. Il la laissait faire. La trahison de mon propre sang me brûlait plus que l'hypertension. Je me suis souvenu de toutes les robes cousues, de tous les sacrifices. J'avais donné ma vie pour lui, et il me donnait le sel en retour. Ils ont accéléré les choses, m'a dit Madame Renard. Sandrine a appelé le notaire. Elle veut la signature de la procuration pour après-demain, mercredi matin. 2 jours, 2 jours pour mourir ou pour me battre. Je ne peux pas, je suis trop faible, Renarde. Elle va encore me faire manger ça, je ne tiendrai pas. Mon corps, qui avait résisté à tant de douleurs dans la vie, était sur le point de lâcher, non pas à cause de la maladie, mais du chagrin. Elle m'a regardée avec une sévérité que je lui connaissais bien. « Tu ne vas pas mourir, Colette. Tu vas te battre. Tu as la preuve chimique. Maintenant, il nous faut la preuve de leur conversation. » Je lui ai montré le petit dictaphone que j'avais caché. Je devais enregistrer Sandrine. C'était la seule façon de l'arrêter. Le soir même, j'ai fait l'actrice. J'ai rampé jusqu'au canapé, gémissant un peu plus que d'habitude. Sandrine était là, triomphante. Elle m'a fait boire un grand verre d'eau. J'ai senti le sel me brûler l'estomac. Quand elle est allée à la cuisine pour appeler Marc, j'ai activé le petit dictaphone sous le coussin, cachant la lumière rouge avec mon bras. J'ai entendu Marc se plaindre au téléphone. Il était inquiet pour le notaire. Sandrine, elle, était glaciale. Demain, il faut qu'elle soit signée. J'ai mis un double dose ce soir. Elle sera trop confuse pour se souvenir de son propre nom. De toute façon, l'avocat véreux a dit que si elle est trop malade, on peut forcer la signature avec son consentement médical. Elle a craché le mot médical comme une insulte. « T'inquiète pas, Marc. D'ici à ce qu'il découvre l'empoisonnement, la maison sera vendue, la dette sera payée, et nous serons loin. » J'ai entendu la fin, le bruit de sa respiration impatiente. J'ai arrêté l'enregistrement, mon cœur battant la chamade. Cette fois, non pas à cause de la tension, mais de la peur pure. C'était une tentative d'homicide, mon propre fils. J'ai passé le reste de la soirée dans une stupeur douloureuse, mais ma résolution était claire. Il ne m'aurait marqué pas. Je ne serais pas une ligne sur un document de vente. Phase 4. Le contre-attaque. J'avais la preuve de l'empoisonnement lent, le sel, et la preuve de leur intention criminelle, l'enregistrement. Maintenant, il fallait que je survive jusqu'à mercredi matin. Je devais paraître faible pour qu'il ne se doute de rien. Mais à l'intérieur, je devais redevenir forte. Madame Renard est revenue, son regard brillant d'une détermination partagée. « On va la jouer fine, Colette. Elle te fait monter la tension avec le sel. Moi, je vais te donner les outils pour la faire chuter. Des choses que le docteur Moreau n'a jamais daigné te dire. » Elle m'a expliqué que le corps, même fragile, avait des mécanismes de sécurité. Premièrement, la respiration, a-t-elle dit. Elle m'a montré la respiration en boîte. Inspirer sur 4 secondes, tenir 4 secondes, expirer sur 4 secondes, puis attendre 4 secondes avant de recommencer. Fais-le pendant seulement 2 minutes. Tu auras une réduction de ta tension d'au moins 18 sur 10 mm de mercure. Ce n'est pas le traitement, c'est l'urgence. J'étais sceptique, mais je l'ai fait. Assise là, la tête lourde. J'ai pris ma tension, 165 sur 100. J'ai fait l'exercice 2 minutes. J'ai repris ma tension, 145 sur 92. J'ai réussi, moi-même, sans médicaments de plus. On apprend à tout âge. Et il y a mieux, a ajouté Madame Renard, souriant. Quand elle est partie et que tu te sens mal, va dans la salle de bain. Remplis une bassine d'eau très chaude, juste les pieds. 15 minutes de bain de pieds chauds. Ça va dilater les vaisseaux des pieds et faire chuter la tension dans la tête. Ça te fera tomber la tension de 23 sur 8 mm de mercure
en urgence. Un remède de grand-mère que les médecins modernes ignorent. C'était mon arme secrète. Je testais le bain de Piessy le soir même. Après un repas léger, ma tension était toujours haute. 178 sur 105. J'ai mis mes pieds dans l'eau chaude. J'ai laissé la chaleur monter. Après 15 minutes, j'ai mesuré 150 sur 92. J'avais récupéré le contrôle de mon corps. J'ai commencé ma double vie. Quand Sandrine était là, j'étais la vieille femme faible, confuse. Je prenais la soupe, je toussais, je m'accrochais au mur. Je la regardais prendre mes ordonnances et j'avais des nausées. Mais je savais que j'allais vite appliquer mes techniques de secours. Une fois seule, je faisais ma respiration en boîte, mon bain de pied. Je notais tout. Les chiffres de ma tension commençaient à s'améliorer de jour en jour. Ma moyenne, même avec l'empoisonnement de Sandrine, était de 145 sur 88. Pendant ce temps, Sandrine sentait la victoire proche. Elle a mis la pression sur Marc. Elle voulait que la signature soit faite mercredi matin, à 8 heures. Elle est venue le mardi soir, la veille, avec une soupe particulièrement épaisse. « Mange bien, maman. Tu dois être en forme pour le notaire demain. » C'était son dernier coup. Elle voulait me rendre incapable de tenir un stylo. J'ai mangé un tiers. J'ai mis le reste dans le pot à confiture pour le commissaire. J'ai joué la confusion extrême, la fatigue mortelle. J'ai mis le dictaphone avec l'enregistrement à l'intérieur de la doublure d'une robe de mariée que je n'avais jamais finie. C'était l'endroit le plus sûr. Quand elle est partie, je n'ai pas fait la respiration. J'ai mis mes pieds dans l'eau la plus chaude que je pouvais supporter. Je suis restée 20 minutes. Quand j'ai mesuré ma tension avant de me coucher, elle était parfaite. 128 sur 75. J'étais plus en forme que Marc. J'ai passé la nuit à préparer l'atelier. J'ai déplacé les caisses. J'ai appelé Madame Renard à 4 heures du matin. Elle était déjà debout. J'ai tout, la soupe, l'enregistrement, et ma tension est parfaite. Elle m'a dit « Reste calme, fais le cinéma, laisse-les croire, et surtout, sois belle. » À 7 heures, je me suis levée. Je me suis habillée de ma robe la plus digne, un vieux tailleur noir que j'avais fait pour le mariage d'une amie il y a 20 ans. J'ai mis du rouge à lèvres. J'ai mis mon foulard de soie. À 8h45, j'ai entendu la voiture. La sonnette a retenti. Sandrine est entrée la première, suivie de Marc et du notaire. Sandrine a balayé le salon du regard, cherchant la vieille femme affaissée dans le fauteuil. Mais le fauteuil était vide. J'étais en haut des marches, debout, les mains fermes sur la rampe. Je tenais le petit pot de confiture et le dictaphone. Sandrine s'est retournée, le masque de la sollicitude tombé, remplacé par une pure panique. « La procuration, c'est ça ?» ai-je demandé, ma voix claire et sans le moindre sifflement. « Je crois que j'ai d'abord quelques documents à vous présenter, Marc. » Sandrine a fait un pas vers l'escalier, mais j'ai levé la main, un sourire ténu mais victorieux aux lèvres. « Il est trop tard, Sandrine. Ma tension est à 130 sur 80. Je ne suis plus mourante, je suis témoin. » Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Mercredi, 8h45 du matin, la lumière d'automne filtrait faiblement dans le salon de ma petite maison près de Lyon. Sandrine, Marc et Maître Fournier, le notaire, se tenaient l'un figé près de l'entrée. Sandrine, vêtue d'un tailleur immaculé, arborait encore un sourire tendu de victoire, mais son regard trahissait une confusion grandissante. Marc, mon fils, était simplement livide, ses mains moites sur une mallette contenant, je le savais, les documents de procuration. J'étais en haut des marches, les mains fermes sur la rampe. J'avais dit la vérité. Ma tension était à 130 sur 80. Mon corps, forcé à la faiblesse, avait retrouvé sa force grâce à la colère et au conseil d'une vieille infirmière. Sandrine s'élança vers l'escalier, ses yeux se posant sur le dictaphone dans ma main. « Maman !»
Donne-moi ça. Ce n'est qu'un jouet. On va t'aider. Cria-t-elle, sa voix se fissurant. Avant qu'elle n'atteigne la première marche, une voix sèche et ferme résonna derrière elle. « Je vous conseille de rester où vous êtes, madame. Commissaire Leclerc, brigade financière. » 2 agents en civil, silencieux et imposants, sortirent de ma cuisine. Ils étaient là passés par l'atelier, où madame Renard les attendait discrètement. Mon allié entra dans le salon, ses yeux bleus lançant des éclairs froids vers Sandrine. Sandrine fit un bond en arrière. Marc bégaya. « La police ? Mais... Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Je suis descendue, lentement, chaque pas étant une victoire. Je n'avais plus besoin de la rampe. J'ai marché jusqu'à la table du salon, déposant l'enregistreur et le petit pot de confiture sur le bois poli. J'ai juste décidé d'arrêter d'être la patiente, Marc, et de devenir le témoin. J'ai tendu au commissaire mon carnet de notes. « Commissaire, voici mes relevés de tension depuis 2 mois. Vous noterez qu'après chaque repas de Sandrine, elle sautait à 180, voire 184 sur 112, un chiffre mortel. » J'ai montré la dernière ligne. Et aujourd'hui, après avoir suivi mon traitement en cachette, je suis à 130 sur 80. J'ai attrapé le petit dictaphone, l'objet qui contenait leur avarice. J'ai appuyé sur lecture. La voix glaciale de Sandrine, amplifiée par l'appareil, remplit la pièce. « Ta! Si on maintient ce rythme, d'ici l'hiver, c'est réglé. L'avocat a dit que les documents de procuration sont prêts. On pourra enfin mettre cette vieille bicoque en vente. » Maître Fournier retira ses lunettes. Marc se laissa tomber sur une chaise, le visage entre les mains. J'ai continué, la voix étrangement sereine. J'ai glissé le petit pot de confiture vers le commissaire. Voici l'échantillon de la dernière soupe que ma belle-fille m'a servie. Sandrine, vous vous souvenez? Celle qui devait m'affaiblir avant la signature. J'ai fait signe à madame Renard, qui avait le visage dur. « Madame Renard, pourriez-vous expliquer à ces messieurs ce que contenait cet échantillon ?» Mon allié s'approcha. « J'ai fait analyser cette soupe par un ami pharmacien. Elle contient 1800 mg de sodium. Pour une femme en bonne santé, c'est excessif. Pour une hypertendue comme Colette, c'est une bombe. Elle ne cherchait pas à nourrir ma voisine, monsieur le commissaire. Elle cherchait à la tuer lentement, repas après repas. » Sandrine se redressa, les yeux injectés de sang. « C'est un mensonge. C'est une vieille folle. Elle hallucine. » Elle se tourna vers Marc, cherchant un soutien qu'il ne pouvait plus lui donner. Marc leva enfin les yeux vers moi. Il tremblait, les larmes coulant sur son visage. « Maman, s'il te plaît, je t'en prie. » J'étais désespérée. La dette de 80 000 €. Ils allaient mal me saisir. Je suis ton fils. Tu vas faire ça à ton propre sang? Il implorait, tentant sa dernière cartouche émotionnelle. Je l'ai regardé, sans ciller. La douleur était là, sous ma peau, mais elle ne m'empêchait plus de respirer. J'ai cousu toute ma vie, Marc, pour que tu aies un toit et une éducation. J'ai payé cette maison sou par sou. Tu as planifié ma mort avec du sel, le poison le plus efficace contre mon mal, pour éponger une dette de 80 000 € et vendre ma maison pour 350 000 €. Ma voix était froide, gelée. Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu as préféré mon héritage à ma vie. Mon futur est la vie, le tien, non. Le commissaire Leclerc fit un pas vers Sandrine. « Sandrine Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide prémédité par empoisonnement et abus de faiblesse sur personne vulnérable. » Sandrine hurla, se débattant tandis que les agents la menottaient. Marc, effondré, fut arrêté peu après, n'opposant aucune résistance. Maître Fournier, sous le choc, déchira les documents de procuration, le bruit du papier déchiré, agissant comme un couperet final.
La pièce redevint silencieuse, ne laissant que le poids de la trahison. Les conséquences de cette matinée furent implacables. Le procès fit grand bruit, l'opinion publique se révoltant contre la cruauté d'une belle fille infirmière qui utilisait ses connaissances pour empoisonner lentement sa belle-mère. Marc et Sandrine furent condamnés à de lourdes peines. Sandrine reçut 12 ans de réclusion en régime fermé pour tentative d'homicide prémédité. Marc fut condamné à 8 ans en tant que complice actif, sa passivité ayant été jugée comme une acceptation coupable du plan. Sandrine fut immédiatement radiée de l'ordre des infirmiers et perdit toute possibilité d'exercer dans le domaine médical. Tous deux perdirent tot ou droit successoral sur mes biens. La justice leur imposa de me verser, solidairement, une indemnisation de 200 000 € pour préjudice moral et matériel. L'ironie suprême résidait dans le fait que je recevais finalement l'argent qu'ils avaient voulu obtenir par le crime. La dette de 81 000 € qui avait causé leur folie ne fut jamais remboursée, laissant Marc en ruine financière et sociale. J'ai coupé tous les liens avec mon fils et ma belle-fille. La trahison était trop profonde pour permettre le pardon. Leur honte fut publique. Les voisins et amis, horrifiés par le récit de l'empoisonnement au sel, leur tournèrent le dos. Mon acte de courage avait rétabli ma dignité, mais m'avait coûté ma famille. Aujourd'hui, j'ai 81 ans. 2 ans ont passé depuis ce matin de confrontation. Je ne prends plus qu'un quart de la dose de mes anciens médicaments, et ma tension se maintient en moyenne à 118/72. J'ai perdu 8 kilos de l'œdème, causé par le sel et le stress constant. Je marche tous les matins dans le parc, sans essoufflement, sans vertige. Le sifflement aigu a disparu. Ma maison est redevenue mon refuge, et elle abrite maintenant mon nouveau but. Avec Madame Renard, nous avons fondé Cœur Léger, une petite association d'entraide. Nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes des grands-mères. Tous les mardis et jeudis après-midi, une dizaine de seniors de la région viennent dans mon salon. Je leur enseigne, comme Madame Renard m'a enseigné, l'autonomie. Je leur montre le bain de pieds chaud. Je dis, quand le stress monte ou que vous vous sentez mal, faites couler de l'eau bien chaude, pas brûlante. 15 minutes. Ça va dilater les veines des pieds et votre tension va chuter de 23 points sur la haute en urgence. Un remède que les médecins oublient, mais qui sauve la vie. J'ai aussi partagé la technique de respiration en boîte, simple et rapide, celle qui m'a aidé à survivre la veille de la signature. Nous sommes maintenant plus de 50 femmes sur ma liste. Je ne me bats plus pour ma seule vie. Je me bats pour leur dignité. Madame Renard, ma gardienne et amie, a déménagé chez moi. Elle dit que 2 vieilles femmes avec une histoire à raconter se protègent mieux ensemble. Mon fils, Marc, est toujours en prison. Ma petite fille, Léa, a 13 ans et passe tous ses mercredis avec moi, comme avant. Elle n'a pas commenté l'affaire, mais un jour, elle m'a regardé prendre ma tension. 125/75. Elle a souri. C'était un sourire qui me disait qu'elle avait compris. L'argent de l'indemnisation me permet de vivre sans angoisse financière et je commence à mettre de côté pour les études de Léa. C'est ça l'héritage. Je suis assise dans mon fauteuil, le soir. J'entends le silence apaisant de la maison, sans la hâte ni le froid des jours passés. La lampe de l'atelier est allumée. J'ai repris la robe de mariée non finie, celle qui a caché le dictaphone. Je couds lentement, avec une précision retrouvée. Il voulait que je m'éteigne, que mon corps lâche, en se fiant à la médecine qui disait que je n'avais plus d'espoir. Ils pensaient que l'argent de ma maison était leur seule issue. Mais le poison m'a obligée à chercher la vérité, et la vérité m'a rendue forte. La vengeance la plus silencieuse, celle qui ne demande ni sel, ni sucre, ni remède compliqué, et celle qui s'obtient par la reprise du contrôle. Ma vie n'est plus menacée, ma pression est parfaite, et mon cœur, il est enfin léger. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin,
Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.